Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de État de Flow, résidence d'artistes et podcast qui contribue à l'inspiration, à la mise en œuvre et à l'alignement de vos projets de création. Je facilite votre processus créatif grâce à des espaces d'accompagnement, d'immersion, de rencontres, d'exploration ou encore d'intégration. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec davantage de fluidité. Comme vous le savez, si vous avez écouté le précédent épisode, au printemps dernier, j'ai convié quelques artistes autour d'une table ronde digitale et avec d'autres artistes et créateurs qui nous ont rejoints, nous avons partagé nos points de vue sur tous les sujets gravitant autour de la créativité. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouvel épisode hors série issu de nos échanges qui furent passionnants et profonds avec le souhait de vous les partager. Coach experte en hypersensibilité, mon invité du jour vient de sortir un livre intitulé « J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté ». Elle vit sa créativité au travers de la danse et de la création audiovisuelle. Son ambition, révéler le beau et le sensible chez chacun. Dans cet épisode, nous redéfinissons l'hypersensibilité, qui est différente pour chacun et dont on peut parfois se couper pour se protéger. Nous évoquons la danse et le mouvement comme outil de reconnexion et de transmutation. Nous parlons de l'accès à l'imaginal, de l'importance de connecter son monde intérieur, sa propre sensibilité, à sa créativité, quitte à être clivant. Nous parlons également des avantages de l'hypersensibilité qui lui permet de capter les détails et de les retranscrire dans ses créations audiovisuelles, de l'équilibre entre l'intuition et le cadre dans la créativité, de la sensualité, qui permet de se reconnecter à sa puissance intérieure et de montrer sa lumière. Et nous terminons par le Reiki, qui l'a beaucoup aidé pour se reconnecter à son énergie de vie et à sa sensorialité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Aurélia Monaco. Bonne écoute! Bonjour Aurélia. Bonjour Elisabeth. Tu as un parcours évolutif, tu es une ancienne avocate et aujourd'hui experte de l'hypersensibilité, maître Reiki et danseuse. Tu libères ta sensibilité artistique dans la création audiovisuelle notamment. Plus exactement, tu révèles le beau et le sensible chez chacun. Alors, tu fais partie de la première cellule contouring dans laquelle, durant 4 semaines, dans un groupe Telegram, nous avons réfléchi les contours de la créativité. Des échanges très riches ont vu le jour. On va parler de tout ça. Je te propose de commencer par redéfinir ensemble, peut-être en quelques mots, l'hypersensibilité. Merci. Déjà, merci pour cette introduction qui est magnifique. Alors, l'hypersensibilité est souvent identifié à tort comme simplement de l'hyper-émotivité. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et ça n'est pas forcément que de l'hyper-émotivité. L'hypersensibilité, c'est vraiment pour moi une façon d'être au monde. On peut l'aborder d'un point de vue plutôt neuronal et scientifique. On peut le regarder d'un point de vue plutôt spirituel, plutôt émotionnel. Peu importe, en fait, on va dire que le point vraiment pour moi central, c'est que en tant qu'hypersensible, on a moins de filtres que d'autres personnes. On va recevoir beaucoup plus d'informations émotionnelles, sensorielles, des pensées plus riches en arborescence et on a une intensité dans le ressenti qui peut être émotionnel, sensoriel, une hyper-empathie aussi parfois, on ressent vraiment ce que l'autre ressent, un sens du détail, un perfectionnisme. Il y a comme un panel en fait de caractéristiques qui ne sont pas toutes cumulatives, mais le point commun, pour moi, c'est un spectre élargi en réceptivité d'informations et aussi en intensité.
Ce que tu nous dis là, très précisément, c'est aussi que chacun va développer une hypersensibilité ou une sensibilité. On n'est pas forcément obligé d'ailleurs de mettre hyper devant, différente. Et aussi peut-être en fonction de la conscience qu'on en a, ça va avoir beaucoup d'impact. Oui, ouais, complètement. En fait, on est tous sensibles. Tu vois, toute personne est sensible. On n'aurait pas les hypersensibles d'un côté et les autres de l'autre. Oui. Tu vois, on a une courbe générale de la sensibilité et les personnes qu'on dit hypersensibles, elles sont plus sensibles que la moyenne. Maintenant, on peut avoir plein de façons d'être hypersensible. Et comme tu le disais, plus on est conscient de sa sensibilité ou de son hypersensibilité, plus on va le vivre différemment. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui sont hypersensibles, qui soit ne le savent pas, soit le vivent très mal, soit ont juste un ressenti de décalage. Et je dissocie vraiment en fait la sensibilité et l'hypersensibilité de la connexion à sa sensibilité ou son hypersensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être hypersensible et le subir. Et le subir et carrément inconsciemment être coupé de tout ça, justement parce que ça fait beaucoup. Et que parfois, pour se protéger, on se coupe en fait. Oui, parce que finalement, on se protège des autres, on se protège de ce qu'on ressent, beaucoup des ressentis. On capte beaucoup de détails. Oui, il y a un sens du détail qui est très développé, une capacité à cerner les nuances subtiles dans les environnements, dans des objets, dans des textures. Enfin, vraiment, il y a ce goût du détail qui est complètement naturel et qui, à la fin de la journée, peut t'amener à une forme de fatigue, surtout si tu es dans un contexte qui ne convient pas à ton hypersensibilité, notamment dans les grandes villes, par exemple, dans le mode de fonctionnement que l'on a avec nos smartphones, etc. On reçoit énormément de stimuli, parfois sans en avoir conscience. Et tout ça active des réactions dans notre corps. Et si tous les stimuli sont stressants, à la fin de la journée, une partie de notre énergie est uniquement dédiée à réguler ce stress. Donc on peut être un peu vidé. D'ailleurs, on parle de stress à l'instant et souvent on pense que le stress, c'est mental, c'est face à une situation précise, alors que justement, ce sont parfois toute l'accumulation de ces petits détails. Complètement. Ces stimuli dont tu parles, qui créent un stress pour le corps et le système nerveux. Complètement. Et la plupart d'entre eux, parfois, ne sont pas visibles. Ça commence par ton téléphone, les notifications, ça peut être ton fond d'écran, ça peut être ta sonnerie, sur le trajet, les choses que tu vas voir, les odeurs que tu vas sentir. On capte énormément de choses et en fait, plus on met de la conscience sur ce que l'on capte et plus on filtre ce que l'on peut capter ou non, parce qu'on a quand même une marge de manœuvre, mieux on vit son hypersensibilité et plus aussi on nourrit des stimuli qui sont plus agréables, plus on arrive à pondérer, je pense. Oui, parce qu'on pourrait penser, du coup, c'est pas chouette, c'est très inconfortable. Et non, on peut l'appréhender, on peut jouer avec, finalement. Complètement. C'est pour ça que plus on a de la conscience de son hypersensibilité et aussi de ses besoins, parce que tout hypersensible n'a pas les mêmes besoins qu'un autre, plus on peut moduler son contexte de vie, plus on peut nourrir ses besoins, poser des limites. Mais clairement, je pense que quand on est hypersensible, c'est difficile de faire l'impasse de la connaissance de soi. Oui. Parce que on est un petit peu victime après de tout ce que l'on reçoit, parce qu'en fait, sans le vouloir, on reçoit énormément de choses. Donc si on a une faible conscience corporelle, émotionnelle et relationnelle, c'est compliqué ensuite de bien vivre l'hypersensibilité. Mais en réalité, l'hypersensibilité, elle est rarement le problème, la cause du problème. C'est vraiment le contexte dans lequel on le vit et comment on accepte ou pas de poser certaines limites et de faire certains choix pour remettre la sensibilité au centre. Oui. Et créer un environnement du coup qui soit plus propice, complètement, plus doux, plus agréable, plus confortable. Tu vois, parce qu'on est beaucoup influencé par le contexte qui dévalorise la sensibilité. Et puis, parfois, on est quand même assez déconnecté, tu vois, de la nature dans certains environnements, de notre rythme naturel, etc. Donc tout ça n'aide pas.
Mais en réalité, si tu es hypersensible et que tu n'es pas bien dans un contexte, tu peux aller dans un autre contexte et être très bien avec ton hypersensibilité. Donc, il y a plein de schémas et de portes qui s'ouvrent pour mieux vivre ça. Mais c'est vrai que ça part vraiment de qui on est et de ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut tolérer ou non. D'où la mise en lumière, la prise de Complètement. conscience. Et tu parlais de connaissance de soi qui permet justement de comprendre, tiens, là je suis bien, là dans ces conditions je suis moins bien, et ensuite de mieux tracer notre environnement et notre contexte de vie. Ouais, et puis en plus, les hypersensibles souvent ont un fort sentiment de culpabilité à faire des choix ou parce qu'ils aiment faire plaisir, ils aiment l'harmonie, ils veulent que les choses se passent bien. Et ils peuvent avoir, tu vois, une culpabilité à se faire passer en priorité. Donc plus on se connaît, plus on sort de la dualité qui est bien mal, et plus on sait ou pas si c'est juste pour nous. C'est ce dont on parlait un petit peu avant le podcast, tu sais, c'est quand ça résonne dans ton corps ou pas. Oui. Et en fait, c'est plus trop une question de bien ou mal, c'est juste pour toi ou pas. Et puis, du coup, à ce moment-là, l'hypersensibilité, selon moi, elle devient même un don. Tellement, ouais, c'est un GPS. Tu sais rapidement, en fait, si c'est juste ou pas. Si tu vas être dans un environnement qui est bon ou pas pour toi, il faut toujours un petit peu expérimenter pour jauger notre seuil de tolérance, qui est évolutif, mais quelque part, en le dépassant plusieurs fois, à un moment donné, on se dit « Ah, là, c'est un petit peu le max de ce que je peux tolérer. » Oui. Donc j'aménage mon quotidien, je me fais plus de pauses, je prends soin de moi. Ça passe vraiment, je pense, vraiment par le corps et les besoins. J'allais t'en parler justement, parce que finalement, c'est un atout pour saisir le monde invisible. Complètement. Et on le saisit par nos sens. Plus on est hypersensible, sensible. Ouais. Et grâce à notre corps. Et toi qui es danseuse, justement, tu dois utiliser cette hypersensibilité d'une manière peut-être à bouger dans le monde, à interagir avec le monde. Comment ça te parle tout ça ? Ouais, ça me parle beaucoup. Déjà parce qu'en tant qu'hypersensible, j'ai un mental assez fort, comme beaucoup d'hypersensibles, qui tourne beaucoup. Et le retour au corps m'a vraiment aidée. Pour moi, ça passe par la danse, la nature, mais ça peut passer par plein d'autres choses. Et la danse, pour moi, c'est vraiment un moyen de connexion forte à mes ressentis. Et c'est un langage qui est non-verbal et qui me va très bien parce que je suis que dans le ressenti. Ça me permet de m'ancrer, ça me permet d'exprimer certaines choses. C'est une connexion avec la musique. C'est vraiment une thérapie, en fait, à part entière. Après, il y a plein de formes de danse, mais le mouvement, déjà, par nature, est thérapeutique. Et moi, ça m'a vraiment aidée. Avant, comme tu disais, j'étais avocate. Je travaillais à la défense, dans un environnement quand même très fermé et pas du tout connecté à mes besoins sensoriels. Et la reconnexion à travers le mouvement et la danse, bien, en fait, parfois, je retournais au bureau et je voyais à quel point ça ne m'allait pas du tout parce que c'était beaucoup trop statique. Oui. Ah bah oui. Et beaucoup plus dans le cadre. Exactement. Hyper cadré, normé, peu d'espace pour le mouvement, en fait. Donc, la danse, pour moi, c'est... Je suis plutôt kinesthésique. Et les hypersensibles, en général, ont souvent l'audition. C'est le premier sens qui est développé. Et ensuite vient le toucher, le fait d'être kinesthésique. Donc la danse, comme le massage, comme le toucher, comme connexion à la nature, etc., ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, autant ce sens va être hyper stimulé par plein de ressentis extérieurs, autant on va vivre les choses avec tellement plus d'intensité quand on se connecte à notre sens, mais dans le côté ressourçant, en fait. Oui, et puis je pense aussi à l'intensité de l'émotion. Ouais. À la fois, l'émotion, peut-être que tu as envie de libérer, elle était déjà plus intense, mais quand elle va être libérée, cette libération, tu vas vraiment la ressentir comme une vraie libération. Ouais, ça permet de transmuter certaines émotions, certaines situations. Récemment, j'ai vraiment vécu une phase compliquée émotionnellement. Mais grâce à cette conscience dont on parlait, je sais qu'en fait, mes solutions ne vont pas forcément venir par le mental. Et je me suis mis des espaces chez moi où je dansais mes émotions, j'ai pleuré, j'ai fait
plein de choses en fait, avec des musiques qui résonnaient avec ce que je vivais. Et en fait, c'était comme une douche émotionnelle. Et je pense que voilà, ça m'a fait beaucoup plus de bien que la thérapie que je peux suivre à côté, parce que c'est complémentaire. Tu vois, l'émotion, elle vit dans le corps, donc elle sort dans le corps, par le corps aussi, quoi. Oui. L'hypersensibilité, elle va nous donner un accès aussi peut-être plus direct à l'imaginal. Ouais. J'ai envie qu'on en parle un petit peu, parce que l'imaginal, pour le redire, c'est l'inconscient collectif. C'est une sorte de grande bibliothèque dans laquelle il contient tous les symboles universels, toutes les pensées, toutes les croyances, enfin tout est là. Et certains vont recevoir les informations, toutes ces informations qui sont contenues dans l'imaginal, vont le recevoir en effet plutôt par le son, le toucher, plutôt par des sensations. Mais tu nous partageais dans la cellule contouring que c'était possible à partir du moment où le mental ne censure pas. Oui. En fait, ça demande une forme de réceptivité. Il y a 2 choses, je pense. C'est que ça demande de clarifier un peu son mental, c'est-à-dire d'être plus dans son corps et dans ses ressentis, parce que parfois notre mental est tellement embouteillé qu'on va se connecter uniquement à des pensées ruminantes, qu'il n'y a pas de place en fait pour recevoir autre chose. Donc ça demande un petit peu plus de liberté mentale. Et aussi, après tu peux recevoir certaines choses parce que tu as de la place, mais si ton mental est toujours là pour juger les choses, c'est un peu comme si tu coupes l'herbe sous le pied, c'est que tu as à peine l'idée, ou la vision, ou je sais pas, tu vois quelque chose, ça te semble génial, tu as envie de le faire, mais tu as tout de suite ton mental qui te ramène dans des énergies basses, en fait, et qui te dit non. Et c'est hyper important, je pense, d'arriver à avoir, lorsque c'est une connexion intuitive, et quand c'est une connexion du mental, c'est la différence entre le mental supérieur et le mental inférieur. Et quand tu jauges un petit peu, tu te dis « Ah, non, là, c'est mon mental », tu vois, tu le prends avec un petit peu plus de distance. Et d'où l'intérêt aussi, tu vois, de savoir si c'est juste ou pas pour soi. Et puis, ce qu'on reçoit parfois peut faire peur à ce mental qui a besoin, lui, de sécurité. C'est exactement ça. Il veut sécuriser, enfin, il pense sécuriser sur la base de choses qu'il connaît, et très souvent sur la base d'expériences qui n'ont pas été heureuses. Donc c'est comme je vois comme un bodyguard en fait qui veut te protéger alors qu'il n'y a aucun danger. Donc parfois il faut lui dire laisse-moi un petit peu de l'espace, j'ai besoin de marcher toute seule. Tu vois. Oui, tout à fait. Et là où c'est embêtant, c'est quand justement on est dans la créativité, et toute la créativité qui vient notamment de cet imaginal, cet intermédiaire entre l'imaginaire et la réalité, le mental vient bloquer l'accès. Et donc vient bloquer aussi la créativité. Elle vient nous empêcher à créer, à mettre en œuvre, à aller là où on a eu la vision, comme tu l'as dit. Oui, complètement. Il y a tellement de personnes qui, en fait, par exemple, n'ont presque même pas de vision parce qu'elles se disent juste, ou en tout cas leur mental leur dit je ne suis pas créative, tu n'es pas créative. Ferme la porte directement. Ouais. Donc c'est bien de laisser l'espace temporel et concret, tu vois, laisser un espace pour explorer sa créativité, mais simplement se laisser de l'espace et faire ce qu'on a envie de faire, sans but. C'est compliqué pour le mental parce c'est vertigineux. Oui, tu parlais du jugement. Il a posté rapidement un jugement sur la vision qu'on a pu avoir, ou l'idée, nous acceptons le jugement du mental et on ne va pas plus loin. On n'accepte pas de jouer. J'ai à cœur vraiment de rappeler à mes clients d'amener du jeu dans leur pratique créative. Et c'est là qu'après, petit à petit, on commence à structurer, à voir quelque chose d'un peu plus concret. Mais ça passe d'abord par observer, explorer, jouer. Oui, complètement. Expérimenter. Et pour ça, on doit se laisser de l'espace. Parce qu'en fait, c'est pas la créativité qui va nous sortir de notre quotidien de force, en fait. Sauf quand c'est déjà installé et qu'on a l'habitude. Mais pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude, c'est bien d'avoir des espaces. Et l'espace aussi
de ce qui est moche, de ce qui est nul, de ce qui ne Ouais, vaut rien. complètement. C'est pas juste j'ai créé un espace de créativité, mais en fait ça sert à rien parce que c'est moche. Mais oui, Ouais. justement, ça sert parce que ça libère. Il faut commencer par des choses moches d'exploration. Je le Ouais. disais à une cliente là, il y a pas longtemps, et je lui disais oui, tu vas créer à un moment donné que du moche, mais c'est pas grave, tu libères, tu fais. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se montrer à toi, tu vas repérer et ça va se construire. Et là, tu vas dire ah ça c'est censé. Mais si tu n'avais pas fait des choses moches au préalable, tu n'aurais pas eu la place pour la conscience de ça, c'est joli. Et ça, Complètement. Donc, nécessité aussi, on en revient à revenir au corps et au ressenti, aussi pour réceptionner ces messages, ces visions. Complètement, ouais, parce que, ça c'est ma croyance, hein. Je dis pas que c'est la vérité, comme tout ce que je dis pas que c'est la vérité, tu vois, mais je pense que quand on est hypersensible, on reçoit beaucoup de choses du fait de cette absence de filtre. Et si on reçoit toutes ces informations, pour moi, c'est vraiment pour en faire quelque chose. Il y a la loi universelle d'équilibre entre donner et recevoir. Donc si on reçoit autant, on est là pour donner ou redonner en transmutant ce qu'on reçoit. Sinon, on a comme une dette envers la vie, c'est-à-dire qu'on a trop reçu et on n'a pas donné en retour, ou on ne s'est pas donné à nous-mêmes. Et je me dis que voilà, la vie est bien faite si on voit autant de choses, comme tu disais, on a le goût du détail, on ressent les atmosphères, les émotions, les gens. Et c'est pas pour rien en fait, c'est pas pour le subir, je ne pense pas. C'est vraiment parce que c'est un GPS particulier qui nous câble sur une certaine fréquence. Enfin, je ne saurais pas te dire, mais voilà, il y a quelque chose à en faire. Et je pense que c'est pas un hasard aussi que de nombreux artistes soient hypersensibles. Tu vois. Oui, puis j'entends aussi là qu'on a ce don, cette capacité aussi, parce qu'on a une sensibilité particulière. Oui. Et c'est cette sensibilité-là qu'on est amené à apporter au monde et à montrer. Puisque finalement, on a une chance incroyable, c'est de ce grand cube, c'est qu'on voit des parcelles et des détails que d'autres ne voient pas. Et on a la capacité de montrer d'autres visions, finalement, d'autres aspects. Ouais, et pour cela, je pense qu'il faut accepter de voir des choses qui ne sont pas vues par les autres et de ne pas essayer de rentrer dans des moules qui ont été construits pour des personnes et par des personnes qui n'ont pas cette sensibilité. C'est un peu le problème, c'est que la plupart des hypersensibles pensent devoir se conformer à certains fonctionnements, certaines règles, certaines normes, et en fait, elles se suradaptent en permanence, tu vois, alors qu'elles ont plein de dons. En général, c'est des personnes très visionnaires, pionnières, intuitives, et je pense que dans certains cadres, elles sont complètement bridées. Et même dans l'entrepreneuriat, quand j'ai lancé mon activité, au début, je ne savais pas par quel angle commencer. Et je regardais ce que les gens faisaient et je me comparais. Mais en fait... C'était empêcher ta vision d'exister. Ouais. Et des fois, c'est difficile parce qu'en fait, ce que tu veux faire, tu dois être le premier à le faire. Et donc, tu n'as pas forcément de point de comparaison. Et c'est tout l'intérêt aussi de l'expérience. C'est de créer, tu vois, de toute pièce ce que tu as envie de faire, en fait. Puis se remettre de la légèreté dans le processus. Complètement, ouais. Oui, se reconnecter à sa joie. Le flow, ton podcast, c'est état de flow. Clairement, tout ce qui nous donne de l'énergie, c'est à privilégier. Tu nous partageais qu'au départ, ta créativité, tu pensais qu'elle était manuelle, justement, tu avais une idée très fixe de ce que c'était la créativité, donc tu ne te pensais pas créative. C'est clair. Et c'est en sortant des codes, en sortant de ce que tu voyais comme étant, tu t'autorisais finalement. Ouais, comme beaucoup de personnes, je pense que j'associais la créativité à faire des choses de ses mains, à être, je sais pas moi... Artistique finalement, souvent. Ouais, exactement, et faire de la poterie, faire de la peinture, faire du piano. Et comme j'avais jamais exploré ma créativité pendant mon enfance, forcément, j'avais pas de contre-exemple. Donc, comme beaucoup, je me disais, pas créative. Voilà, après, j'ai fait aussi des études de droit, etc. Donc, ça n'a pas nourri et réveillé cette espèce. La créativité est quand même dans un cadre, tu vois, précis. Et c'est vraiment en expérimentant et en étant à l'écoute de ce qui me touchait, ma sensibilité personnelle et tout le monde intérieur qui vivait en moi depuis toujours, que j'ai pu trouver d'autres moyens d'exprimer ma créativité,
mais qui pour moi sont plutôt dans l'ordre du ressenti, de l'indicible. C'est pas forcément quelque chose de concret, matériel pour le moment. Mais en tout cas, ça m'a ouvert sur la notion de créativité. Je pense qu'on est tous créatifs. Il faut juste trouver ce qui nous donne envie d'y aller, en fait. Tout en connectant à l'intérieur, c'est là que tu rappelles aussi, voilà, ça part de ce qu'on ressent et de notre monde intérieur. Oui, pour moi, le monde intérieur, c'est une richesse absolue, en fait. Et si j'ai un monde intérieur qui est riche et qui est peuplé de plein d'informations, c'est que quelque part, une autre personne est connectée aux mêmes informations, au même monde intérieur, plus ou moins, et qu'on est tous reliés. Et en fait, quand je l'exprime, la personne qui a ce même monde intérieur, en tout cas qui vibre sur la même fréquence et la même sensibilité, va se connecter à ce monde intérieur qui, tant qu'il n'est pas matérialisé, reste à l'intérieur de moi et personne ne le voit. Donc c'est l'intérêt aussi, tu vois, de le partager. Oui, on permet à l'autre de se réaliser aussi dans sa propre vibration, sa propre... Exactement, et puis on connecte à un autre niveau. On connecte vraiment sur des, comme tu disais, des ressentis, des émotions. On est touché, on ne sait pas pourquoi, mais parce que ça nous touche en plein cœur, tu vois. Oui. Assumer finalement sa propre créativité, sa propre sensibilité, c'est ça. Ça veut dire aussi comment nous, on vit les choses à l'intérieur, ne pas attendre de se dire mais moi je ne le ressens pas, le rouge que je vois ou cette œuvre-ci ou peu importe, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas. Mais par contre, il y en a d'autres qui me parlent et inversement, ce que je crée, je le crée à partir de ma sensibilité et c'est en l'assumant, notre propre sensibilité, qu'on va pouvoir connecter, comme tu le disais, avec l'autre personne. Sinon, la connexion ne peut pas avoir lieu parce qu'on ne se comprend pas. Complètement. Si on ne le fait pas, on essaie de faire des choses parce qu'il faut les faire et donc on rentre dans un moule. Alors ça va peut-être plaire à certaines personnes, mais pas avec la même énergie, pas avec la même intensité. Plus ça part de notre vraie sensibilité, c'est clivant, soit les gens aiment pas du tout, ou ils aiment vraiment, mais au moins c'est pour les bonnes raisons en fait. Si on t'aime pas, c'est parce que, si on n'aime pas ce que tu fais, parce que ça résonne pas, mais si on aime, c'est parce que ça résonne vraiment. Oui, en t'écoutant encore une fois, je me demande si c'est pas ce mot aimer qui viendrait être un peu trompeur. On met une définition sur ce mot aimer, je t'aime, je ne t'aime pas. Et quand je ne t'aime pas, c'est je ne t'aime pas dans ta globalité. Il y a comme un rejet qui est associé à ça. Alors que c'est cette partie-là qui ne me correspond pas, qui ne me parle pas et qui ne résonne pas. Ça ne veut pas dire que je te rejette. Oui, complètement. Il y a peut-être cette nuance à apporter. Oui, je pense que c'est plus une question de résonance. Ça me touche ou ça ne me touche pas. Plutôt que j'aime ou j'aime pas. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut être frustré parce qu'on a l'impression qu'on est rejeté ou voilà, on a beaucoup de blessures émotionnelles, ça peut réveiller, tu vois, une sensation de rejet, etc. Et je pense que c'est vraiment déjà important de faire ce travail émotionnel et ensuite de se dire en fait il faut de tout pour faire un monde. C'est pas une question d'être validé ou d'être aimé, c'est simplement une question d'affinité en fait. Tout à fait. Ouais. Et je trouve que ce mot est très juste. Oui. Une question d'affinité et on peut être aussi en affinité avec une personne sur certains points, mais pas forcément sur tous. Complètement. Et quand on est hypersensible, peut-être que ça nous touche encore plus. Oui, parce qu'on prend les choses plus à cœur, de manière intense. Et je pense que quand on est hypersensible, c'est aussi important, tu vois, de relativiser cette intensité et de te dire je ressens hyper fort cette remarque qui peut être négative ou ce jugement. Et en même temps, c'est pas parce que je la ressens aussi fortement que l'intensité avec laquelle la personne me l'a dite était aussi intense. C'est un petit peu, tu vois, déconnecter l'émetteur et le récepteur. C'est que nous, on peut recevoir des choses de manière hyper intense, être très touché. Et c'est pas ça qu'il faut changer, mais c'est simplement, tu te mets un petit peu en position méta et tu te dis, bon, ça me touche autant, c'est vrai, et en même temps, ça ne veut pas dire que la personne l'a dit avec cette même intensité ou cette même intention, en fait. Oui. Tu es vidéaste aussi. Toi, c'est la manière aujourd'hui dont tu exprimes, on va dire, ta créativité peut-être de la manière la plus tangible qu'on puisse imaginer. Ouais. Quoi qu'on a dit, la créativité peut s'exprimer de différentes façons.
il y a aussi la photothérapie. Mhm. C'est une manière pour toi de permettre à tes clients, aux personnes que tu accompagnes, de révéler leur propre essence. Tu peux nous parler un petit peu de... Ouais, bah, je pourrais dire des tonnes et des tonnes de choses parce que j'adore ce que je fais avec la vidéo. Je vais faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance de vraiment exprimer sa propre sensibilité dans ce que l'on fait. C'est que même si je crée des vidéos, je ne vais pas faire des vidéos institutionnelles, commerciales. Je ne vends pas en fait en réalité une vidéo, je vends une expérience qui mène à une vidéo qui est comme une œuvre sur mesure pour la personne, à travers laquelle elle va se voir telle qu'elle est. Ça veut dire qu'il faut qu'elle l'accepte de se montrer telle qu'elle est. Donc ça ne fonctionne pas avec des personnes qui veulent contrôler, par exemple, ou qui n'ont pas suffisamment un petit peu dépouillé certaines choses en elles et qui veulent montrer qu'une partie. Et en même temps, du fait de mon hypersensibilité, j'ai toujours vu au-delà des apparences, tu vois, chez les personnes. Et ça me semblait normal, parce que c'est comme ça que j'ai toujours été. Et grâce à l'expression à travers la vidéo, et grâce au retour de mes clients, j'ai compris qu'ils me disaient oh, « Tu me vois tel que je suis, je sens que tu portes un regard d'amour sur moi. » C'est comme un baume, en fait, qui les enrobe à travers ce qu'ils voient d'eux. Et c'est génial parce qu'en fait, ça me permet, tu vois, autant dans la vie, parfois ça peut être lourd parce que je vais toujours voir ce qui est bien chez les gens, parfois en dépit des actes. Et là, dans la vidéo, c'est une force, c'est que je peux montrer ce que je vois de l'autre. Et je pense que ça dépasse vraiment le plan physique. Il y a un côté très, très émotionnel, très presque un peu leur aura, leur âme, mais bon. Ça me fait penser au temps où je faisais des photos de concert. J'essayais vraiment de capter une émotion et de transmettre ça plutôt qu'une belle scéno, etc. etc. Et puis j'ai pensé aussi à cette idée on en revient, de capter des détails. Oui. Et là où la personne peut être touchée, c'est que tu as vu des détails d'eux qu'ils pensaient être les seuls à voir. Et souvent, on peut reprocher aux autres ou avoir une espèce de tristesse qu'on ne voit pas certaines choses en nous. Complètement. Et là, toi, tu le vois, donc je ne suis pas invisible. D'un coup, je suis vue dans mon entièreté. Complètement, ouais. Il y a ça, le fait de voir des détails que personne peut-être, enfin pas que personne, mais que d'autres personnes ne voient pas forcément, de les valoriser, et même parfois de voir des détails chez l'autre que l'autre ne voit pas en lui. Et moi, j'adore les détails, que ce soit les mains, les cheveux, un regard, une fleur, enfin, c'est ce qui me touche le plus. Et c'est ce que je préfère, en fait, dans les vidéos, dans la prise de vue, parce que c'est dans un détail qu'on capte parfois un alignement chez la personne. Tu vois, ça peut être un détail dans le regard. Quand je fais les vidéos et que je filme, il n'y a pas de scénario. C'est très intuitif. Il y a une intention, etc. Mais on ne prévoit pas trop de choses en amont. Et quand je regarde les images, tu vois, je n'ai pas de scénario non plus. Je filtre en fonction de ce qui me touche, ce qui est beau, les détails qui me plaisent. Et je ne sais pas, sur 20 secondes, je vais voir, dans ces 2 secondes-là, le regard, il est vrai, en fait. Tu vois, je sens que c'est son âme derrière ses yeux. Et il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de gêne. Ou alors, il peut y avoir de la gêne, mais c'est touchant. Et c'est ces moments-là que j'adore, en fait. Et tu viens de m'en parler de l'intuition, ou alors ça c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup parlé dans la cellule contouring, de savoir est-ce que nos œuvres doivent être plutôt intuitives, elles ont besoin d'un cadre ou pas, etc. Est-ce qu'elles ont une stratégie d'évolution voilà. C'est sûr que ça raconte toujours une histoire, mais il y a quand même, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le jeu, ça passe par cette idée-là aussi, je pense, pour toi, c'est de se dire, voilà, j'ai de la matière, puis on va voir ce qu'on va pouvoir créer avec cette matière. Oui, complètement. Moi, c'est vraiment ma façon de travailler, c'est ce que j'adore faire. Même pas de travailler, mais de créer. Clairement, si j'ai un cahier des charges trop précis, ça va me bloquer. Et je l'ai déjà expérimenté dans une plus ou moins grande mesure. C'est qu'en fait, après, je pars dans le mental. Oui, bien sûr. Je suis plus du tout dans le flow.
Et alors, il faut quand même un cadre, tu vois, parce que on précise un petit peu ce qu'on veut. Encore une fois, l'hyper-empathie, de pouvoir être en contact direct avec l'autre aide vraiment à voir l'autre tel qu'il est. Et parfois, les personnes vont m'expliquer certaines choses, mais j'ai déjà capté, tu vois, ce qu'il faut montrer et qui elles sont. Donc, il y a quand même des cadres, une forme de cadre dans cette préparation. Il y a un cadre aussi dans qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quelle est l'intention de la vidéo, les couleurs, les textures, etc. Mais ensuite, moi, je prends toutes les images, je balance tout. Et comme, tu vois, quelqu'un qui va cuisiner avec plein d'ingrédients, sans recette. Et je vais faire ça aussi quand je vais cuisiner. Je déteste les recettes. Tu vois, par exemple, je déteste la pâtisserie. Enfin, moi, ça me stresse de faire des trucs... Trop millimétrés. Ouais. Et je pense que quand on est intuitif, on l'est un petit peu dans tout. Donc, il y a un cadre quand même, mais dans ce que je propose, je veux vraiment aussi laisser toute la place au côté créatif, intuitif, et ça demande aussi que la personne soit OK avec le fait que ce qui va lui être proposé, c'est mon regard sur elle, et c'est pas ce qu'elle a envie de voir. Alors, le but, c'est que ça lui plaise dans tous les cas. Mais quelque part, ça n'est pas... je veux telle partie à tel moment, parce qu'en fait, des fois, ce sont des choix très rationnels, et quand on les assemble, ça va pas du tout, en fait. C'est hyper intéressant, parce que finalement, tu proposes à la personne de sortir de tous les rôles qu'elle joue habituellement, et de ne pas chercher à jouer une histoire même dans une œuvre que toi, tu vas proposer. Et comme s'il y avait 2 étapes. La première, c'est je regarde, je viens de voir, je viens t'observer, et je vais capter des images. Mais si tu me donnes un plan trop précis, je vais vouloir regarder et cibler mon œil. Alors que justement, quand tu n'as pas de plan trop précis, tu peux regarder tous les détails. Complètement. Et te lâcher, et tout capter, même te laisser surprendre. Parce que tu vois. Et de même, quand tu vas assembler tout ce matériel, te laisser surprendre. Mais complètement. Tu vois, je vais voir un moment sur une image et me dire ah, mais ça allait hyper bien avec l'autre image que j'ai vue tout à l'heure. Tu sais, c'est aussi les liens qu'on fait de manière totalement libre quand on est plutôt intuitif. C'est pas très rationnel, mais... ce mouvement va aller hyper bien avec cet autre mouvement, ou ce détail, etc. Donc c'est une joie pour moi de fonctionner comme ça. Et en revanche, si je dois fonctionner de manière trop structurée, en tout cas avec trop d'attendus, ça va pas fonctionner. Et je pense que c'est mieux que ce soit avec une autre personne. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de plus en plus... proposer quelque chose de sur mesure, et le fait que ce soit intuitif et libre, ça fait partie de l'expérience. Comme ça, on est tous sur le même niveau d'information, tu vois. C'est ça. Oui, mais ça te permet aussi, du coup, de livrer quelque chose d'unique, en tout cas de précieux, dans le sens où c'est un portrait, un regard que tu poses sur une personne. Et c'est pas je raconte ton histoire ou un déroulé, un scénario qui, en tout cas, qui a voulu être contrôlé. Ouais. Non, c'est pas du tout ça. Et on se laisse surprendre par l'histoire qui se raconte après. Exactement. Je crée un narratif a posteriori, mais qui est un narratif sensoriel, en fait. C'est pas un narratif rationnel. C'est incroyable, parce que finalement, depuis le départ, on parle de ce sens. Et j'ai l'impression que ton art est plutôt forcément digital, en tout cas impalpable, avec la vidéo, la photo, peu importe. Mais en tout cas, tu le disais, ce n'est pas forcément dans la matière des mains, des touchés, les peintures, etc. Mais ça t'empêche pas d'apporter de la matière, mais qui serait plutôt de la sensualité, des émotions. Et ce mot sensualité qui vient de ton hypersensibilité, sûrement. Complètement, ouais. Non, mais là, tu touches du doigt vraiment ce que j'aime le plus et que j'assume de plus en plus. Et c'est complètement en lien aussi avec mon chemin de vie, tu vois. Enfin, tout se recoupe, mon signe astrologique, enfin voilà, pour toutes les personnes qui aiment tout ça. Signe autour de l'eau. En fait, je suis 33-6. Le 6, c'est le féminin, la beauté, l'harmonie. Et je suis taureau, donc c'est Vénus. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout ce côté sensuel au sens... justement, charnel, mais des sens, tu vois. De la chair. Exactement. Le côté, on ressent les choses, on capte qu'il se passe quelque chose de vivant, en fait. Et de l'ordre de la sensibilité. Alors, plutôt aussi, c'est plutôt quelque chose que j'aime mettre en valeur chez les femmes, mais ça peut être chez les hommes aussi, à partir du moment où ils sont connectés à leur sensibilité. Mais comme tu disais, c'est digital, parce que je suis plus dans quelque chose d'impalpable.
Et en même temps, c'est bien concret parce que les personnes utilisent les vidéos sur leur site, peuvent même les utiliser avec un texte et lire le texte, tu vois, en réunion ou en projection. Donc ça reste quand même un truc concret, mais c'est sur du ressenti en fait. Tout à fait. Et puis il y a la danse qui ramène aussi cette sensualité que tu as développée. Peut-être, tu le disais déjà pour toi, et puis maintenant, tu la rends visible chez les autres. Ouais, complètement, que j'ai exploré il y a quelques années avec des cours de danse en talons, avec Nadine Timas, qui m'a beaucoup aidée à titre personnel. Je ne l'ai pas du tout fait pour la créativité ou quoi. Mais sur mon chemin, ça a été une pierre de plus, tu vois, pour cette reconnexion à sa puissance intérieure. Et toute personne le porte, en fait. Simplement qu'on a plein de couches parfois qui nous empêchent d'y avoir accès. Et c'est ce que je trouve le plus beau aussi dans les vidéos, c'est rendre ce côté sensuel, cet hommage, cet honneur au corps, en fait, mais dans la dimension vraiment sacrée, qui parfois peut faire peur parce qu'en fait, c'est pas contrôlable et du coup, on essaie de mettre des étiquettes, etc. Et pour moi, c'est aussi honorer qui on est, honorer son corps et honorer le divin en nous, parce qu'en fait, c'est montrer sa lumière. Moi, ça me touche de cette façon. Ça peut toucher d'autres personnes d'une autre façon, tu vois. Pas étonnant finalement qu'on soit rebutant sur ce mot sensualité, dans un monde où il y a beaucoup encore de cadres, de yang. Tu viens bouger les codes, hein, là. Ouais, c'est vrai que on l'associe à plein de choses et je pense toujours à un regard extérieur, à une forme de séduction. Et en même temps, il y a beaucoup de danses qui ont été vues comme des danses à mettre de côté parce qu'en fait, finalement, les personnes avaient leur pouvoir. Et donc, on va diaboliser certaines danses parce qu'en fait, à travers la danse, on se reconnecte, on se réapproprie sa souveraineté. Donc, c'est plus facile de diaboliser, c'est mal, tu vois. Et puis, on est dans un univers aussi où les femmes, parfois, ne maîtrisent plus leur image et leur corps est tellement sexualisé que c'est vu comme quelque chose de mal, de provoquant. Enfin, il y a tellement de choses, en fait, à déconstruire. La sensualité, en soi, n'a rien de bien ou de mal, c'est juste quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine. Ce qui compte, je pense, avant tout, c'est l'intention. L'intention avec laquelle on l'exprime. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait. C'est hyper intéressant, je trouve. D'abord, que tu puisses le vivre dans ton corps, comme on le disait, que tu puisses le transmettre aux autres, mais au-delà de ça, notre sujet aussi a été de parler de l'hypersensibilité. Depuis tout à l'heure, tu parles que toi, ça te touche personnellement, l'hypersensibilité, de ce besoin d'être dans un espace de sécurité. Et la sensualité, elle renvoie aussi à cette crainte de l'homme, du prédateur. Et donc, en tant qu'hypersensible, on aurait pu penser que tu n'allais pas aller là-dessus. C'est comme peut-être là un objet de réconciliation et de guérison par rapport à cette approche sensible de la sensualité. Ah, c'est intéressant. Ouais, je ne l'avais jamais vraiment vu comme ça. Mais c'est sûr que ça m'a beaucoup apporté parce que du point de vue extérieur, on peut penser, par exemple avec la danse, que l'on cherche à danser pour séduire l'autre. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. On danse et on ne peut pas faire semblant. On doit être face à nous-mêmes. Et on est tellement face à nous-mêmes qu'on est face à nos démons, face à nos insécurités, face aussi à une forme de puissance. Et étonnamment, on s'en fiche du regard de l'autre. Et le fait de passer outre le regard de l'autre, pour moi, on n'est plus dans un rapport de « je suis un objet » et où je dois être validée par l'autre. Je suis un sujet, je suis souveraine. Et en fait, peu importe ce que ça amène chez l'autre. Donc je trouve que c'est souvent vu comme ça peut être vu comme quelque chose où on se met dans une position d'infériorité pour être validé par l'autre, mais pas du tout en fait. C'est complètement l'inverse. Mais ça, c'est une expérience personnelle à vivre. Mais c'est clair qu'en parlant
notamment d'estime de soi, ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, on se connecte à une partie de nous à laquelle on n'avait pas accès. Et une fois qu'on s'y connecte, on est consciente qu'elle est là. Et donc, on n'a pas forcément besoin que quelqu'un nous valide ou nous dise t'es OK ou t'es pas OK. Tu vois. Donc, ouais, c'est une réconciliation. Et puis, tu disais, c'est comme ce masque qui est enlevé. En tout cas, on est dans notre vérité. Tu es dans ta vérité quand tu danses. Tu vas vraiment aller au ressenti. Et donc, quand tu es connecté direct à ton corps et ton ressenti, que tu passes pas par le mental, tu es dans le vrai. C'est peut-être une réflexion à avoir de s'interroger. On est beaucoup dans la séduction. On nous amène sur ce chemin, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les relations de couple, etc. Et puis, il y a ce rôle qu'on prend. Je suis séductrice ou séducteur. Et là, tu nous amènes sur le chemin que si on est sincère dans nos émotions, dans nos ressentis, la séduction, elle vient naturellement. C'est plus un rôle. Et donc, du coup, ça ne vient plus en tant que camp adverse, j'essaye d'avoir le pouvoir sur toi, etc. Mais par contre, c'est plutôt, je reprends mon pouvoir, ma souveraineté, comme tu le dis, et c'est naturel. Oui, après, je pense qu'on a toujours besoin de séduire d'une manière ou d'une autre parce qu'on est un petit peu, voilà, on est des animaux sociaux, donc on recherche quelque part toujours une validation, une reconnaissance. Mais on arrive en fait à faire la part des choses et à ne pas mettre trop de poids là-dessus. C'est-à-dire que cette validation extérieure ne va pas nous définir en tant que personne. Et effectivement, on va se connecter à qui on est vraiment, mais ça peut être la danse, ça peut être à travers d'autres pratiques. Et c'est cette connexion à notre nature profonde qui va nous rendre séduisants ou séduisantes, ou pas séduisantes selon les goûts des uns et des autres. Mais en tout cas, ça part de l'intérieur. Et je trouve, pour croiser parfois des femmes, tu vois, d'un certain âge, je sens qu'elles ont connecté avec cette partie en elles et qu'elles sont séduisantes. Et que ça n'a rien à voir avec leur physique en fait, tu vois, c'est une forme d'aura, de lumière qui les rend séduisantes et elles ne sont pas aux yeux des critères sociétaux séduisantes, mais parce que ça encore c'est des concepts en fait qui ont été mis en place. Parce qu'aussi elle sort peut-être des codes, etc., de la séduction. Et là on parle de personnes, mais on peut aussi parler de projets. Un projet créatif, qu'il soit entrepreneurial, peu importe, artistique. À un moment donné, il y a séduction avec le public, avec l'auditeur, etc. La personne qui va regarder, le client. Et c'est là où ça match. Ah oui, c'est plus du tout le même niveau, en fait. C'est que tu matches à un niveau intérieur qui est très fort. C'est-à-dire que la personne, si je prends l'exemple, tu vois, de ce que j'expérimente à travers les vidéos, les personnes vont me dire « ça me touche, ça me bouleverse » ou « je vois que tu vois des choses ». Donc, elles ont envie, elles savent pas quoi, mais elles ont envie, tu vois, de mettre quelque chose au monde. Et elles ne le viennent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le congrès auquel je participais, c'est qu'elles viennent plus avec un problème, tu vois, qu'on peut toujours avoir dans le domaine de l'accompagnement. Quelqu'un vient avec un problème et toi, tu dois proposer un cadre qui va l'aider à solutionner son problème. Et vraiment, là, on est sur une autre dimension, c'est-à-dire que la personne a forcément quelques problèmes, mais ce n'est pas la motivation de sa demande. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment au niveau du cœur, au niveau du corps, et ça va transmuter des choses, ça va libérer des choses, et ça va peut-être résoudre certains problèmes, mais à la base, elle ne vient pas avec une énergie basse de problème ou de peur ou de manque, elle vient avec une énergie créatrice, tu vois, donc c'est pas du tout la même énergie, ce qui fait que tu es sur une autre dimension, tu es comme un enfant qui joue, donc ça c'est hyper appréciable pour avoir expérimenté les deux les deux états, franchement c'est trop bien. Ouais, et finalement ce n'est qu'une question de posture intérieure, comment j'arrive. C'est qu'une question de posture et en même temps ça m'a pris tellement de temps pour dépouiller plein de choses, affirmer certains messages, ne pas essayer de rentrer dans des codes. En plus, avec les réseaux sociaux, on voit tellement de choses. Et en même temps, une fois qu'on a fait ce travail intérieur, qu'on le concrétise avec des actes, c'est comme une voie royale qui s'ouvre, en fait. Parce que quand les gens se connectent à
à ce qu'on propose. C'est vraiment... Il n'y a pas de demi-mesure, c'est oui ou non, tu vois. Finalement, c'est une invitation à venir affirmer sa vibration, sa perception, sa sensibilité. Tellement. On en revient à ça. Complètement. Et c'est là qu'on devient séduisant. Complètement. Notre projet, notre création. Ouais. Et que ça rentre en résonance. Complètement. Et en même temps, l'hypersensibilité peut aussi avoir son revers, notamment l'hypersensibilité au bruit. On parlait tout à l'heure n'est-ce pas ? On parlait aussi de vivre dans les grandes villes, etc., que ça pouvait être très épuisant. La surcharge émotionnelle, ça veut dire aussi de créer des espaces, on en revient à ce mot, calme, des espaces de reconnexion, des espaces de temporisation, d'intégration. Oui, surtout dans les grandes villes, en fait, comme à Paris, il y a énormément de bruit, puis c'est pas les bruits les plus agréables, tu vois, les sirènes, les marteaux-piqueurs, etc. Et si on ne régule pas tout ça, c'est-à-dire si on n'a pas la conscience de tout ce que l'on reçoit et qu'on ne s'autorise pas des espaces où on redescend, où on s'apaise, des sas de décompression, puis en fait, on est tout le temps sur les nerfs. Notre système nerveux, il est à vif parce qu'il est tout le temps en train de réguler des stress qui viennent à nous. Et c'est hyper important, je pense, quand on est hypersensible, d'avoir un environnement qui soit écologique. Et quand il ne l'est pas, d'avoir conscience qu'il n'est pas écologique pour faire les aménagements que l'on peut faire. Donc ça peut être des moments de silence, des méditations, des connexions à la nature. Du yin yoga. De la danse. Mais tu vois, par exemple, le yin yoga, je me souviens, il y a quelques années, j'en avais fait, j'avais trouvé ça insupportable. Je me disais, mais ça a commencé ou tu vois, je trouvais ça hyper long et je ne comprenais pas quand le cours avait commencé. Et justement, en ayant cheminé, en ayant plus d'écoute de mon corps, de mes besoins, récemment, j'ai fait un cours de yin yoga et j'ai vu à quel point je l'ai vécu d'une façon complètement différente, où j'ai su apprécier le relâchement, la lenteur, la douceur, exactement. Le rien. Ouais. Et dans des villes comme Paris, on n'est que sur du tout, en fait. Et c'est un peu le système sympathique, tu vois, et le yin, c'est plus tout à fait. Le système parasympathique. Donc, c'est d'avoir conscience aussi du quotidien. Qu'est-ce qui se rattache plutôt à quelque chose de l'ordre du stress et qu'est-ce qui se rattache plutôt à quelque chose de l'ordre de la recharge, du ressourcement pour équilibrer du mieux que l'on puisse, quoi. Après, c'est toujours un équilibre, quoi. Oui, et encore une fois, être à l'écoute. Plus on mettra de conscience, plus on saura répondre à nos besoins en temps réel. Peut-être aussi même, on peut se poser les temps, mais en tout cas, de demander et de créer l'espace. Complètement. On commence déjà à parler un petit peu de libération aussi là-dessus, de libération émotionnelle. On va parler en mot de maître Reiki, qui fait aussi partie de ce que tu fais, de tes talents. La libération émotionnelle, on en avait un petit peu parlé dans la cellule contouring, encore une fois, c'est assez lié aussi à la créativité. Le Reiki a peut-être un lien entre les deux. La créativité nous permet de libérer émotionnellement, tout comme le Reiki. Complètement. Et c'est pas pour rien que tout ça se connecte chez toi aussi. Ouais, il y a des ponts. En fait, on est des êtres multidimensionnels et les émotions peuvent être libérées par plusieurs angles, je pense. Et le Reiki va venir nettoyer, rééquilibrer nos énergies. Et très souvent, ce que je ressens, c'est chez les personnes qui prennent des séances, notamment les femmes, il y a beaucoup d'énergie qui stagne au niveau de la tête, donc des pensées, du mental, et au niveau du bas-ventre et au niveau du plexus solaire, donc le chakra du plexus solaire et le chakra sacré, le bas-ventre, il y a beaucoup de blocages. Et c'est normal aussi parce que, par exemple, la zone du bas-ventre, elle est liée aux organes génitaux, à la sexualité, à la maternité. Donc, on porte beaucoup de mémoire. La création, procréation, c'est là aussi. Exactement. Donc, tout ça est complètement lié. Le plexus solaire, c'est aussi nos émotions, ce qui nous donne la direction, le sens vers lequel on veut avancer dans la vie. Donc, ce travail énergétique ne va pas tout changer, mais va être comme un levier pour réguler certaines choses dans l'invisible, parce qu'en fait, on peut faire une séance de Reiki et dire qu'on a besoin de ça, mais dans la séance, c'est pas du tout ce qui va se passer parce qu'on ressent en fait autre chose et qu'on n'a pas forcément accès avec le mental à tout ça.
Et tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je suis toujours dans le ressenti. Le Reiki, c'est vraiment du ressenti. Je ressens un petit peu les zones qui sont chargées, qui demandent à reprendre du mouvement, celles qui sont presque toutes dures, comme si c'était une table en verre. Donc c'est assez complémentaire. Et à titre personnel, m'être formée au Reiki, alors on entend plein de trucs sur le Reiki, je pense que tu peux avoir des mauvais praticiens Reiki comme des bons. Ce qui compte, c'est vraiment être soi-même le plus propre, entre guillemets, possible dans son canal, c'est-à-dire avoir des bonnes intentions, une bonne vibration, parce que on peut pratiquer le Reiki avec des vibrations très basses, et dans ce cas, on se connecte à de mauvaises vibrations. Et pour moi, le Reiki m'a beaucoup aidée à me reconnecter à mon énergie de vie pour réguler tout ça, et aussi à encore plus développer ma sensorialité. Bien sûr. Donc je t'avoue que Reiki plus confinement, à un moment donné, quand j'ai commencé de nouveau à sortir, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus sensible qu'avant. Notamment parce que voilà, le fait d'être plus à la maison, puis je pense que voilà, il y a aussi tout un truc au niveau collectif qui se fait. Oui, puis on développe une grande sensorialité, notamment dans les mains et puis dans certaines zones du corps, là où il y a besoin. Pour avoir fait le premier niveau, je sais que de mon côté, ça a été une grande étape. Ouais, clairement. Et puis ça t'ouvre sur d'autres dimensions. Et je sais que maintenant, par exemple, il y a des odeurs même que je ne sentais pas, ou des choses qui, tu vois, l'odeur de la viande qui me révulse, alors que c'était pas le cas avant. Tu vois, je pense que c'est aussi une voie de nettoyage personnel qui fait que comme on est un tout interconnecté, il y a des impacts énergétiques, mais aussi physiques sur nos sens. Donc je pense, si on pratiquait que du Reiki, en dehors de toute compréhension mentale, émotionnelle, c'est un petit peu dommage parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en même temps, si on pratique uniquement, je sais pas, quelque chose par la parole, on perd aussi une pratique énergétique. Donc c'est bien d'avoir les deux. Tout à fait. Finalement, c'est la même pratique que je procède avec les élixirs floraux, où on commence par parler, par faciliter, à appréhender ensemble les blocages et les émotions, ce qui vient. Et puis on cherche à voir, tiens, là, les blocages, ils sont plutôt à tel endroit, et comment on va fluidifier. Fluidifier, c'est aussi ce que permet... moi, c'est mon expérience, en tout cas. Je ne sais pas, du coup, si toi, c'est ton expérience, vu que tu vis la créativité un peu autrement, mais la créativité, par exemple, picturale, pour moi, ou aller mettre les mains vraiment dans les gestes, ça me ramène énormément aussi à l'instant présent. Ouais. Et il y a quelque chose qui se libère énormément dans l'anxiété, dans les émotions. On parlait de transmutation tout à l'heure. Ouais. C'est pareil. Ouais, complètement. Que ce soit avec la danse, par exemple, où le fait de danser, d'écouter de la musique me remet tout de suite dans mon axe, dans le moment présent. Je me sens beaucoup plus ancrée. Et en tant qu'hypersensible, je sais que très souvent, les hypersensibles ne sont pas forcément ancrés parce que justement, ont une surcharge émotionnelle, sensorielle, et ne sont pas forcément dans le moment présent. Donc ça, c'est vrai que ça reconnecte au moment présent. Et sur la créativité plutôt vidéo, clairement aussi, ça libère, ça nettoie, je le vois, parce que je me sens plus présente, je suis moins dans mes pensées, et surtout, j'ai constaté que j'avais moins de pulsions alimentaires depuis que je faisais des vidéos. Tu vois, j'ai moins de fringales, de sucre. C'est pas étonnant dans le sens où quand il y a de l'ennui ou un blocage émotionnel, etc., au lieu d'aller se libérer sur la nourriture, on va se libérer dans la création. Ouais. Non seulement on occupe notre temps, mais il y a quelque chose qui se fluidifie. Exactement. Et ça remplit finalement de l'intérieur. Exactement. Alors que là, la nourriture le faisait auparavant. Ouais, et puis au niveau énergétique, c'est toujours le chakra sacré. Et donc, c'est le chakra du plaisir, des sens. Et parfois, on va compenser, on pense compenser avec la nourriture ou d'autres addictions un manque de plaisir ou de sensorialité. Et donc, la créativité, comme d'autres choses, je pense, peuvent permettre inconsciemment finalement de rééquilibrer ce flux énergétique. Et tu parlais tout à l'heure de ne pas avoir forcément de trame quand tu crées une vidéo. Non. Ça permet vraiment de revenir à l'instant présent parce qu'on va capter ce qui est là, on va mettre sur le papier ce qui est là, dans la danse, dans un pas, peu importe la créativité, le moyen, le matériel qu'on va utiliser. Mais ça, c'est hyper précieux aussi. Bah oui, parce que t'as que ça, du coup,
tu peux faire qu'avec ce que tu trouves. Alors tu peux avoir des projections, des idées, ça amène à d'autres choses, d'autres images, mais c'est vrai que dans le processus de création de vidéo, il y a toujours un moment vers la fin où, comme j'ai proposé plusieurs versions, ça devient plus mental, en tout cas, parce que on a identifié ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on veut certaines choses, certaines polices. Et là, je suis beaucoup moins dans l'instant présent, mais plus dans l'exécution. Et c'est une partie qui est normale et qui fait que le rendu est top et que la personne est contente et ça fait partie du job, tu vois. Mais vraiment, je sais que c'est pas du tout ma partie préférée parce que c'est là où je rentre dans une posture d'exécution et que je préfère beaucoup plus la posture intuitive. Réception. Exactement. C'est ça aussi l'hypersensibilité, c'est un peu un excès de yin, tu vois. T'es très dans le flow, dans l'eau, tout ça. Donc c'est bien aussi d'avoir un cadre. Mais en tout cas, pour mon expérience, c'est hyper important aussi d'expliquer ce processus pour éviter de plus en plus les surprises, que tout le monde soit d'accord et comprenne que ça va se passer de cette façon, quoi. Puis avec un peu de chance, il y a quelqu'un d'autre autour de toi, peut-être même ton client qui est un peu plus dans le mental et plus structuré et qui lui va te permettre de te soulager. Complètement. C'est bien J'apprends aussi beaucoup grâce aux différentes personnes avec lesquelles je travaille. Certaines sont très créatives et en fait vont avoir du mal à choisir, un peu comme moi, tu vois, il y a tout qui vient en même temps, etc. Et donc c'est à moi un petit peu de me mettre dans une posture plus où je propose des choses, où j'essaie de trancher ou de driver. Et d'autres sont plus dans le mental. Et c'est un petit peu plus simple parce que du coup, je vais leur apporter ce côté créatif qu'elles explorent pas autant. Tout à fait. Et en même temps, elles me permettent, par leur côté très carré, de savoir ce qu'elles veulent rapidement. Finalement, de ce que j'entends et ce qu'on peut noter ici, et peut-être un petit tips pour ceux qui nous écoutent, c'est l'importance ici, à la fin, à cette étape, c'est quoi? C'est de ramener une histoire et de se recaler sur l'histoire qu'on raconte. Et tout est plus facile quand tu sais quelle histoire tu racontes, même si au départ tu ne le savais pas. La police, elle va choisir parce que, moi en tant que graphiste, c'est vrai que quand tu racontes une histoire qui est plus dans la masculinité, dans peut-être quelque chose de plus corporate, etc., ta police ne va pas être la même que quand tu es dans quelque chose une histoire plus dans la fluidité, dans la féminité, etc. Donc déjà, il y a quelque chose qui va se choisir. Donc voilà, c'est peut-être de se ramener sur quelle histoire on va raconter maintenant. Même si l'histoire, elle se dévoile à la fin. Il faut aussi se laisser surprendre. L'état de flow, du coup, c'est quoi pour toi, Aurélia? Et peut-être en quoi c'est lié à l'hypersensibilité ou à la créativité? Très bonne question. L'état de flow, c'est pour moi l'expérience. En tout cas, l'état de flow, c'est plutôt un ressenti. C'est quelque chose de très fluide. C'est un état, en fait. Un état de fluidité, un état de presque comme un moment suspendu et en même temps hyper présent. Où en fait je suis dans mon flow, tout est naturel, c'est presque comme si j'étais guidée par autre chose et donc je suis dans ce flow, ça me donne de l'énergie et il y a une forme d'osmose entre mon ressenti intérieur et l'environnement extérieur et donc je suis dans le flow, tu vois, pour moi c'est comme un 8 ou un cercle, c'est très tu vois, arrondi, c'est fluide et c'est quelque chose qui est accessible, je pense, à toute personne, simplement pas forcément de la même façon. Et le lien avec l'hypersensibilité, je pense, quand on est hypersensible, comme on est très connecté à la nature, au beau, à l'harmonie, aux arts, l'état de flow, on peut vraiment le vivre par ces biais-là. Et quand on est hypersensible, l'état de flow, je le rattacherai avec la conscience de faire partie d'un tout et de se sentir connecté à ce tout. C'est des moments furtifs, mais de sentir presque une forme de connexion au divin, d'être de faire partie d'un tout et de ne pas se sentir à part, comme un petit pion tout seul. Et cette créativité, quand on crée pour créer et pas pour faire un truc qu'on pense devoir faire, là on est dans le flow. Alors que si on crée pour faire bien ou pour faire plaisir à quelqu'un, exactement, on ne sera pas du tout dans le flow. Donc c'est là où on voit que c'est plutôt intérieur en fait. Ouais. Ouais. Et l'hypersensibilité aiderait justement peut-être davantage à trouver ce flow puisque plus connecté à nos ressentis. Exactement. C'est un GPS
Et le problème, c'est que souvent, on est monté à l'envers, c'est-à-dire que on ressent beaucoup de choses, mais on explore la vie avec un mode d'emploi qui n'est pas du tout celui de l'hypersensibilité. Et en fait, quand on reconnecte notre sensibilité, qu'on la remet au centre de notre vie, qu'on adapte notre environnement, bah là, c'est un GPS génial, en fait, parce qu'il y a plein de choses. En fait, on sait que c'est pas la peine d'y aller parce qu'on sera pas à notre place, on se sentira pas bien, donc... Super merci GPS. à toi. Ouais, merci, c'était super. J'ai adoré cette expérience et tes questions qui étaient ultra pertinentes et m'ont fait cheminer. Je pense que je vais avoir du temps pour intégrer tout ça, mais c'était super. Avec Merci. plaisir. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, les auditeurs? Est-ce qu'ils ont un site, Instagram? Ouais, alors aureliamonaco.com, ça c'est mon site. Et sur Instagram, c'est Aurélia Monaco avec le tiré du bas. LinkedIn, pareil. Enfin voilà, Aurélia Monaco, tu me trouves facilement. Très bien. Merci. Merci à toi, Elisabeth, c'était trop cool. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projet et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.étatdeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.